Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, j'accueille Ralitza les pieds dans l'eau pour un épisode de la série Lifeguard où des pros de l'orientation viennent partager leur parcours, mais aussi et surtout leur vision sur le sujet. Ralitza est la voix derrière le podcast La tête dans les nuages et a fait de la vingtaine son phare. C'est donc tout naturellement que j'ai chaussé mes palmes pour lui rendre visite et échanger autour de cette décennie parfois difficile à vivre en tant que jeune adulte. Ici, tu pourras nous entendre parler tour à tour rêve d'enfant, full cosiness, journalisme et construction de soi pendant cette période où la comparaison fait rage. Cet épisode vient compléter la ploufletteur du mois qui se concentre sur la crise de la vingtaine et du devenir adulte. On s'immerge ensemble entre sociaux, philo et témoignages de membres de la communauté dans les méandres de la crise existentielle et la notion d'identité. Un vaste programme. Le tout est bien entendu saupoudré de quelques mauvais jeux de mots et plongeons ratés, n'en déplaise aux pros du triple saut carpé. Pour la lire, ainsi que toutes les autres si l'envie te prend, je t'invite à ventrer glisser dans la description où tu trouveras le lien pour ce faire. De mon côté, je te dis à tout à l'heure et je te souhaite une très bonne écoute. Écoute, Ralitza, merci beaucoup de venir plonger tes pieds dans la piscine Our Millennials Today. Je suis super contente de te recevoir. Merci Apolline, ça me fait très plaisir d'être là. Et avant de commencer, je voulais te poser la question que je pose à tout le monde, à la fois par curiosité, parce que je trouve que ça révèle beaucoup de choses de nous. C'est quand tu étais petite, tu voulais faire quoi? Ou, si tu préfères, tu voulais devenir qui? Ah, j'aime bien comment tu t'as orienté la question. Alors moi, petite, j'ai eu plusieurs phases, je pense, comme tout le monde. Je dirais entre 5 et 10 ans, je voulais être dans le monde du spectacle, du chant. Voilà, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé faire des petits spectacles comme on en fait pour nos proches, nos parents, pour rire. Et ouais, j'ai toujours eu l'oreille musicale et j'aimais chanter, etc. Donc je m'étais dit chanteuse, ça doit vraiment être trop bien. Et puis après est arrivé donc l'adolescence où j'ai découvert du coup un peu plus les métiers aussi à travers le collège et puis après le lycée forcément. Et puis là j'ai eu comme voilà une espèce d'illumination. Je me rappelle, j'étais dans la voiture de mes parents et j'ai comme une petite vision d'une moi du futur. Alors je sais pas si tu as déjà eu ce genre d'expérience, mais je me suis projetée moi en train d'être sur un canapé dans un appartement, en tout cas chez moi, ce qui était un environnement familier, avec un ordinateur portable. Donc là on était quand même dans les années 2010, tu vois, donc c'était déjà assez développé, mais on avait du coup un ordi portable sur les genoux en train de taper sur l'ordi un article. Et là je me dis mais oui, mais ce qui fait ça, ce sont les journalistes. Donc je me vois trop être journaliste, voilà. Et c'est assez rigolo comme anecdote parce que j'ai comme eu un vision board mental avant même de savoir ce que c'était finalement. Mais voilà, je me suis dit mais ouais, c'est ça en fait, j'ai envie de créer des choses avec mes mains, avec mon ordi et si je peux le faire depuis le confort de ma maison, c'est trop bien. Donc j'avais comme une espèce de vision, voilà. Je sais pas si c'est la pop culture, des films que j'avais dû voir ou des rom-coms des années 2000 où souvent la protagoniste féminine est journaliste. C'est quand même un trope qu'on a souvent dans les films, je trouve, américains. Tu vois, et puis là, maintenant, en 2022, j'ai regardé Sex and the City, donc forcément, le personnage principal est aussi journaliste, donc elle a cette figure de la working girl qui travaille, qui écrit ses chroniques, etc. depuis son appart. Enfin bref, tout ça pour dire que j'avais tout un imaginaire effectivement et que le métier de journaliste m'a tout de suite plu et je l'ai concrétisé finalement. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu faire à travers mes études, à travers mes stages. Donc j'ai été journaliste pendant
pendant 3 ans. Et puis après, mon aventure pro a bifurqué, mais je suis toujours dans les médias. Je travaille toujours dans l'univers édito avec des journalistes, mais je suis plus du côté du coup de la stratégie numérique. Mais j'imagine qu'on en parlera aussi plus tard. Tu disais que tu avais fait des études de journalisme. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans, mis à part ce rêve, mis à part ce vision board? Oui, carrément. Et est-ce que tu t'es posé des questions particulières en le faisant? Ouais. Alors du coup, ce qui m'a donné envie justement de concrétiser ce rêve, effectivement, d'être dans le monde des médias, du journalisme, je dirais que c'est de voir un petit peu au CDI, tu sais, quand on était au collège, on avait souvent des sessions de journal école. Notre prof de français faisait ça. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà fait. Pas du tout. Moi, on a eu une semaine de la presse, je pense, ça s'appelait comme ça, où il nous présente justement tous les titres de presse, comment ça fonctionne, les différents quotidiens, les magazines et puis les différents formats journalistiques. Et puis, on a eu un atelier concret où on a dû faire notre propre journal. Et on était par groupe de 5 ou 6, je crois. Et du coup, il fallait justement boucler notre journal à la fin de la semaine. Et dans chaque groupe, il y avait un rédacteur en chef, on va dire. Et assez naturellement, je me suis proposée pour le faire. Et du coup, je choisissais un petit peu, ou je relisais en tout cas les sujets des uns des autres pour que ça fasse un tout cohérent à la fin. Et je me rappelle ma prof de français de 5e, c'était en 5e, qui m'a dit « Oh, mais Ralitza, elle s'y voit déjà. On dirait presque qu'elle est déjà journaliste en fait. » Et ce moment-là a un peu été aussi un moment de gratitude, quoi, où je me suis dit trop chouette, je suis reconnue pour mes qualités du coup de travail et d'équipe, parce que tout produit journalistique implique plusieurs personnes, ne serait-ce que pour se relire et pour valider les sujets. Donc moi, j'avais tout de suite ressenti, même si j'avais pas trop les mots pour le décrire, mais une espèce d'intelligence collective qui aujourd'hui encore me suit en fait dans tous mes projets. J'aime être entourée de gens, même si, comme je te l'ai dit, j'aime aussi avoir mon confort, être chez moi et pouvoir aussi travailler à distance. Donc un peu le télétravail avant que ça se généralise comme aujourd'hui. J'avais un peu des envies de ça. Et ouais, donc une fois que cette prof de français m'a dit ça, je me suis dit mais oui, en fait, c'est vraiment pas bête comme réflexion. Il faudrait que je creuse ça et que je fasse un stage de 3e dans un média, quoi, parce que c'est la meilleure façon de voir concrètement si ça m'intéresse ou pas. Parce qu'entre l'école et puis la vie réelle, professionnelle, il y a quand même un petit écart. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment me renseigner un peu plus, à aller plus souvent en CDI, regarder, emprunter des magazines ou lire la presse, tu vois, de temps en temps. Et ouais, c'est par cette porte d'entrée là que j'ai postulé après à des stages en 3e, donc dans un quotidien régional chez moi, qui est Ouest France. Et pour l'anecdote, encore une fois, c'est le journal où je travaille aujourd'hui. Donc c'était la première entreprise où j'ai fait mon stage de 3e, c'est celle où je bosse aujourd'hui. Enfin bref, c'est une espèce c'est un cercle vertueux, voilà, qui s'est fait au fil de l'eau, parce que j'ai eu beaucoup d'expérience grâce à ma formation de journaliste. On a la chance de faire beaucoup de stages et je suis un peu revenue aux bases, quoi, tu vois, assez naturellement. Je suis revenue proche du territoire que je connais et que j'adore, qu'est l'ouest de la France, et aussi de mon centre d'intérêt pour ce média-là, qui a vraiment des valeurs qui me sont aussi chères, que ce soit la place de l'Europe, étant de nationalité bulgare. J'ai toujours été je me suis toujours considérée comme citoyenne européenne avant tout. Et puis le côté humaniste, c'est des valeurs qui me sont chères, quoi. Je crois que tu es une des seules personnes, voire la seule personne avec qui j'ai échangé, qui a eu une projection, j'allais dire assez claire et très rapidement, de ce qu'elle voulait faire. Ouais. Et qui travaille aujourd'hui dans ce domaine-là, tout en ayant testé plein de choses au fur et à mesure. Oui.
Complètement. Tu disais que tu avais eu plein d'expériences entre les deux avant de revenir chez Ouest France. Enfin, est-ce que tu as eu des remises en question au fur et à mesure ou est-ce que ça s'est fait de façon assez naturelle, ce retour, cette continuité dans la ligne d'eau du journalisme? Bien sûr que j'ai eu des doutes, qu'il y a eu des moments où j'étais plus trop certaine de la direction que je voulais prendre, et il y a des moments dans la vie où on doit quand même prendre des décisions, et puis quand on est projeté comme ça dans la vie active, on se rend compte que c'est nous les acteurs de notre vie pro, donc c'est à nous de peser le pour et le contre. Personne ne nous dira quoi faire, donc faut pas attendre que quelqu'un vienne vous dire prends cette direction plutôt qu'une autre. Faut vraiment s'écouter. Et oui, du coup, donc moi après le bac, j'ai intégré une école de journalisme en licence professionnelle, donc c'était l'UT de Tours. Donc après avoir passé une sélection, un examen, etc., on était une promo de 25, donc ça restait une promotion assez restreinte où on était très encadré, un peu comme au lycée finalement. Et tous les ans, durant ces 3 années, on faisait minimum 8 semaines de stage. Donc j'ai pu comme ça aller dans différents titres de presse, quoi. Et arrivé à la fin de cette licence, je pouvais directement me dire, je vais travailler dans le journalisme, parce que la licence pro te prépare déjà au monde du travail, étant donné que tu es très très bien formé niveau pro, et puis tu as une école reconnue, donc c'est quand même un passeport intéressant pour les rédactions. Après, le métier de journaliste, il est ce qu'il est aujourd'hui. Beaucoup de jeunes le savent avant de postuler même aux écoles, et on leur dit que c'est un métier qui est assez bouché, qui est en crise, qui recrute pas beaucoup de profils en CDI, ou en tout cas pas directement après l'école, contrairement à d'autres secteurs professionnels. Ouais. Et j'avais ce dilemme déjà à la fin de ma licence, un petit peu avant, est-ce que je continue vers un master, parce que dans les faits, on nous recommandait pas de le faire parce qu'on avait déjà un DUT et une licence pro. Mais il y avait eu des cas de personnes qui ont quand même continué parce que elles sentaient qu'elles en avaient envie, ou que le monde du travail valorise encore aujourd'hui le diplôme quand même de façon très très importante. Et je me suis dit, il me faudrait un master idéalement où je découvre un peu plus ces métiers-là créatifs et toujours dans le numérique. Donc j'ai postulé à un master en information communication, et c'est là où j'ai pu passer 2 ans à faire des projets de sites internet, donc autour de clients réels, avec toujours un travail de groupe et des expériences hyper variées aussi. Mais du coup, c'était un moment de doute, parce que je me suis dit, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est vraiment quelque chose où je vais m'épanouir? Parce que ça change quand même, c'est un virage par rapport au journalisme, et puis je m'engage du coup vers d'autres métiers potentiellement. Et puis non, finalement, ça a été que du plus, parce que j'ai rencontré plein de profils différents, de gens qui sont ensuite devenus développeurs, chefs de projet, etc. Et moi, j'avais toujours cet amour pour l'éditorial, les médias, etc. Si bien que en dernière année de master, j'ai fait une alternance à Rennes, à Ouest France. J'ai bossé pour le site internet en tant que journaliste desk, donc j'étais impliquée dans la publication des articles au quotidien, donc sur l'info générale, et notamment aussi sur la vie étudiante, les jeunes, etc. Donc ça c'était ma porte d'entrée, on va dire, vers mon premier emploi. Ok, c'est drôle, parce que ça veut dire que même pendant ton alternance, t'avais déjà aussi une appétence pour tout ce qui touchait, j'allais dire, les jeunes et les personnes qui traversent un peu cette période, je fais un geste un peu de vague, mais cette période de la vingtaine où on se pose des questions. Donc c'est aussi ce côté j'aide. Alors là, complètement. Et je veux bien du coup que tu nous parles un peu plus de ton blog et de ton podcast, qui a pour vocation, si je me trompe pas, justement à donner un peu des clés sur comment surmonter toutes ces vagues qu'on peut se prendre quand on commence à nager dans le grand bain. Ouais. J'aime vraiment beaucoup ta métaphore filée de
de la nage et de l'eau. Oui, t'as totalement saisi l'idée. En fait, le blog donc kralitsadimitrova.fr, c'est un blog que j'ai créé déjà quand j'étais étudiante. Donc je me disais ça serait un portfolio intéressant une fois mon diplôme en poche. Parce que voilà, j'ai envie d'y rassembler toutes mes créations et puis exprimer un petit peu aussi ma personnalité à travers ce site et être beaucoup plus libre que sur un réseau social, par exemple, en termes de format, pouvoir faire des formats infographie, texte, audio. Enfin voilà, j'avais déjà en tête tous les formats possibles que pouvait m'apporter un blog. Donc au début c'était un portfolio et puis après mon alternance, j'ai signé donc mon premier CDI en 2019. Ça fait déjà 3 ans du côté du coup de la stratégie numérique à Ouest France. Et du coup j'ai eu du temps justement le week-end pour essayer de réfléchir à ce que je voulais en faire de ce blog et la direction que je voulais lui donner. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la création de contenu et à ce qui vraiment me concernait le plus et qui me ressemblait le plus. Et effectivement, je me suis dit, voilà, parler à travers mon blog à des jeunes femmes, du coup plutôt qui sont dans ma tranche d'âge et qui se posent les mêmes questions que moi, c'est quand même hyper intéressant. Du coup, au début, je faisais plutôt des formats écrits, donc des interviews pendant le premier confinement avec des femmes entrepreneurs qui avaient lancé leur projet, soit récemment, soit depuis un petit temps, un certain temps. Et ce format-là était intéressant, mais je voulais aller plus loin dans l'authenticité et l'échange, et justement restituer la parole d'une personne, rien de tel que de la laisser parler et lui tendre le micro, quoi. Donc, étant une grande fan de podcasts depuis 2017 à peu près, avec les débuts de transfert sur Slate, je me suis dit, honnêtement, pourquoi pas créer le tien, quoi. Et puis, le confinement a duré. Au début, on pensait que ce serait éphémère, puis finalement, ça s'est étalé dans le temps. Et je me suis formée toute seule, du coup, à la création de podcasts en autodidacte, même si en école de journalisme, j'avais eu des sessions radio, mais c'est quand même assez différent du format podcast. Et j'ai appris beaucoup en faisant. Et puis voilà, quoi, le podcast La tête dans les nuages est né comme ça en juillet 2020 exactement. Donc ça fait plus de 2 ans. Et depuis, c'est une grande aventure qui m'épanouit vraiment beaucoup sur le plan perso, pro aussi. J'y vois beaucoup d'avantages et de belles rencontres surtout. Et puis dernièrement, en 2021, il y a eu aussi la création d'une newsletter, du coup, qui fait un peu le lien entre le blog et le podcast, où tous les mois, je propose comme un billet d'humeur, des conseils et des coups de cœur pour mes abonnés. Et coucou la team, c'est encore moi. Ici, il y a un petit faux raccord, la faute à ma connexion Wi-Fi. Donc c'est tout à fait normal si tu as l'impression qu'on passe de l'hippocampe au baleineau. À tout à l'heure. J'avais l'impression dans l'épisode que j'avais écouté avec Victoria que il y avait pas mal d'injonctions qui nous étaient mises dessus pendant la vingtaine. Et pareil, en écoutant des TED, en lisant des blogs, je vois que on le présente pas mal comme une décennie méga structurante dans nos vies, comme si on avait que cette dizaine d'années pour à la fois devenir super famous, se marier, avoir 3 enfants et être enfin épanoui et heureux, ce qui est un super vaste programme. Et d'où ma question, tu vois, toi, est-ce que tu as traversé une période comme ça? Et est-ce que tu aurais des petits tips pour pouvoir aussi arriver à peut-être relâcher la pression et arriver à se dire que finalement, c'est pas si grave si t'as pas de golden retriever à la fin de ta vingtaine? Ouais, c'est une belle image effectivement que tu utilises là. Ouais, complètement. Je suis en plein dedans dans cette période justement mouvementée de la vingtaine. Donc j'ai eu 26 ans cet été. Donc je commence à passer le cap des late 20s comme on dit en anglais. Donc on se rapproche de plus en plus de cette fameuse trentaine. Non, écoute, très clairement.
clairement, j'essaie de passer vraiment au-delà des injonctions, de ce qui est attendu de nous. J'ai fait un épisode sur mon podcast d'ailleurs qui s'appelle Les pièges de la vingtaine, parce que j'estime que ce sont vraiment des pièges en fait qu'on peut essayer d'éviter, en tout cas en avoir conscience et essayer de se construire autour de ça, tout en voilà suivant son propre cheminement. Et ouais, parmi ces pièges, il y a le fait de se comparer sans cesse, en fait, hein, que ce soit aux personnes qui ont le même âge que nous, mais qui du coup cochent toutes les cases qu'on attend d'eux, entre guillemets, et du coup, ouais, de se sentir dévalorisé par rapport à un parcours qu'on trouve admirable ou inspirant. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de mettre en place tous les jours. C'est de m'écouter moi, de devenir un petit peu la personne que j'ai envie de devenir profondément, et puis de travailler sur moi-même, sans chercher à être la meilleure dans tout ce que j'entreprends, sans chercher à être number one, à avoir un rapport un peu aussi compliqué à la course et à la compétition qu'est la vie, hein, finalement, parce que je trouve que c'est une image assez parlante. Il y a pas de trophée à la fin, enfin du moins je pense pas, et c'est justement pendant le trajet qu'est la vie, ou qu'est la vingtaine, si on prend juste cette décennie-là, qu'on se crée des souvenirs. Donc moi j'essaie vraiment, plutôt que d'évaluer ma vie sans cesse sous le prisme de la réussite, de ce qui est valorisé aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, avoir un bon poste, être propriétaire, etc. J'essaie plutôt de valoriser l'expérience humaine, et puis les petits bonheurs qui en découlent au quotidien, quoi. C'est vraiment des petits riens du tout qui, moi, me font me dire, ah ouais, j'ai quand même bien réussi là ma transition qui n'est pas finie, hein, d'ailleurs, vers ce qu'on appelle la vie adulte. Franchement, voilà, quand je me réveille et que je me sens bien à l'idée de commencer ma journée, que j'ai hâte de faire certaines choses, là, comme enregistrer ce podcast par exemple, et ben je sais que j'ai réussi quelque part, parce que au fond de moi, c'est ce qui me fait vraiment plaisir, et puis voilà, j'ai suivi vraiment ce qui en moi faisait sens, et tous les jours j'écris un peu plus mon histoire. J'essaie d'être voilà, de rendre ce que je reçois, d'être reconnaissante aussi, et de prendre conscience de la chance qu'on a sur beaucoup d'aspects aujourd'hui. Donc voilà, tout ça, ce sont des petites habitudes de vie finalement, qui font que j'arrive à passer outre, on va dire, cette pression qu'on a, même si voilà, je te cache pas que on nous met la pression, c'est constant en fait, et c'est à nous de trouver un petit oasis en fait en nous qui nous libère de tout ça, quoi, en fin de journée, ou voilà, quand on se retrouve soit avec soi-même ou avec une personne qui partage notre quotidien. Vraiment essayer d'avoir son espace, son safe place, comme on dit, et se sentir en accord avec cet environnement, quoi. Moi, chez moi, c'est hyper important, par exemple, et même avant Covid, j'ai toujours eu à accorder de l'importance à comment je me sentais chez moi, quelle énergie je ressens, quelle motivation j'ai à regarder autour de moi, à m'inspirer, etc. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Et au-delà de ça, c'est aussi la culture, moi je dirais, qui m'aide à prendre du recul sur les choses, à avoir des réflexions un peu voilà, métaphysiques, philosophiques, enfin sans forcément lire des philosophes, mais juste me rapprocher de la culture et nourrir mon âme, quoi. C'est un petit peu poétique, mais voilà, c'est vrai. C'est la culture, la nature, essentielle, vraiment essentielle pour avoir une vie, je dirais, simple et alignée, quoi. Ouais.
Mais j'ai une question qui me vient en t'écoutant. Parce que tu as beaucoup parlé du fait un peu de passer du temps en déconnexion. Ce qui est assez marrant parce que ton travail est essentiellement sur le web et les réseaux. Et je me demande justement comment t'as fait pour pouvoir cultiver ces espaces où t'es partie de façon très lyrique, mais à la rencontre de toi, et comment t'as appris à justement être à l'aise avec la personne que t'étais en train de devenir, plutôt que d'être dans cette comparaison. Ah, j'aime beaucoup la question et ce qu'elle évoque parce que c'est vraiment un chemin que j'ai commencé il y a déjà, je pense, 2-3 ans peut-être. Vraiment, la rupture, ça a été, je dirais, quand j'ai été diplômée, parce que d'un coup, je suis sortie de la bulle qui était la voie toute tracée des études, en fait, celle où on réfléchit toujours à l'étape d'après, au diplôme, au rendu, etc. Là, il y a plus tout ça, il y a plus une fois que tu as fini ta journée de travail, en fait, tu es toi, mais qui es-tu vraiment, tu vois? Voilà un petit peu je vois. Le genre de questionnement que je suis sûre toutes les deux on a en commun et qu'on adore aussi creuser, parce que c'est passionnant quand même comme sujet. Et moi, l'autre élément important, c'était aussi l'investissement que j'avais mis dans mes études, parce que ça a toujours été des études passionnantes. Honnêtement, j'ai adoré, mais c'était aussi des études prenantes. Donc, tout ce qui était à côté, c'est-à-dire autre que les rendus, le travail, la rigueur, que requiert l'info en continu, tu vois, être tout le temps connecté au monde via les infos, via les médias. Et ben en fait, ça te détache aussi un petit peu de qui tu es, parce que tu crées une espèce de barrière entre toi et le monde extérieur, pour te protéger aussi en quelque sorte, parce que toutes les infos anxiogènes qu'on a assez régulièrement dans nos fils d'actualité, bah en fait, pour se protéger, il faut se créer cette espèce de carapace un petit peu, où du coup on est vraiment dans le mood de travail professionnel et rigueur, quoi. Et puis derrière ça, bah j'avais pas beaucoup de temps pour moi pendant cette période-là, parce que l'alternance, c'était quand même hyper rythmé. Il y avait le mémoire aussi en dernière année à rendre. Donc finalement, j'avais toujours un truc en tête, quoi. J'en sors tout le temps. Voilà, ouais, tu vois, tu dois connaître ça. T'y penses sans cesse. Enfin, surtout si t'es quelqu'un qui aime bien, qui est overachiever, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui adore, aller chercher la next step, aller faire plus, etc. quand on peut. Enfin, ça, honnêtement, j'ai appris à m'en détacher et j'espère y arriver aussi encore plus à l'avenir. C'est justement distinguer le moi du travail et puis le moi temps libre, où du coup j'ai le temps en fait d'apprendre à me connaître, à explorer toutes ces choses. Et puis je pense que le podcast et le blog, tout ça, c'était une façon aussi de me retrouver, en tout cas de me retrouver, de me dire, voilà, aujourd'hui je suis cette personne, voilà mes centres d'intérêt, voilà ce qui compte pour moi, parce que je le faisais pas avant, en fait. Je prenais pas le temps de me poser cette question, j'avais plus le temps de lire pour le plaisir. Moi, ça a été un déclic aussi, me dire, mince, la dernière fois que j'ai lu un livre, c'était un livre pour les études. Encore une fois, c'était un bouquin que j'utilisais pour mon mémoire. Mais en fait, il y a tellement de livres que j'ai envie de lire qui sont juste là pour le plaisir, en fait, pour m'évader et aussi creuser certains sujets maintenant où je me rends compte que ils m'intéressent beaucoup, quoi. Notamment la jeunesse, notamment le rapport à l'âge adulte, au fait de grandir, au fait d'évoluer. Tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et le monde du travail aussi, qui fait quand même grandement partie de nos vies, et lié à tout ça. Donc ouais, aujourd'hui, je suis vraiment très attachée à ça, à cet équilibre-là. Et je trouve que voilà, que je commence à le trouver, et je suis assez satisfaite, de cette situation-là. Non, mais c'est trop cool de se dire que t'as réussi justement un peu à séparer ta vie pro de la vie perso.
Parce qu'aujourd'hui, enfin, moi, ma spécialisation, c'était surtout le monde des startups, les endroits où les environnements de travail sont assez intenses. Et donc, t'as pas vraiment de différence entre les deux. Voire au contraire, la personne que tu es au travail, c'est en fait ton persona social de façon globale. Oui. Et en voyant tout ça, je me dis que c'est aussi possible, en fait, parce qu'il y a aussi cette injonction que j'ai l'impression de subir au quotidien, de se dire que ce que t'aimes, c'est forcément ce que tu vas faire dans ta vie de tous les jours. Ah, et ouais. là, le fait, tu vois, que t'aies un projet hors de ton travail, ça te permet aussi de cultiver toutes ces facettes de toi. Et c'est ça qui est trop cool, parce que je crois que j'avais lu je sais plus si c'était toi qu'on parlait, mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes que je suis parlent du sujet du multipotentialisme et de la difficulté aussi, tu sais, de faire des choix dans sa vie pro ou dans sa vie perso, parce que t'as un peu envie de tout cultiver. Et j'aurais été curieuse aussi de savoir, toi, quel a été ton processus de réflexion, justement pour accepter, je sais pas si ça a été un processus d'acceptation, mais tu me le diras, justement de garder un peu ton îlot de création personnelle par rapport au monde pro. Ouais. Bah effectivement, le distinguo pro-perso, c'est une vraie question parce que tu l'as très bien dit aujourd'hui, on a aussi un petit peu depuis 2 ans beaucoup de discours qui sont orientés sur la passion au travail, sur le fait de mettre à profit tous ces talents ou en tout cas ces hobbies pour en faire un métier. Comme quoi ce serait vraiment la voie royale. Et puis avec toute l'économie des créateurs de contenu, tu vois, qui ont explosé à partir des années 2010-2015, on voit aussi ce message-là dans la culture de masse, en fait. Tu vois, des youtubeurs comme Lena Situation qui aujourd'hui font du personal branding leur marque de fabrique. Tout tourne autour de leur personnalité, de leur façon de parler, de leur style, de leur lieu de vie. Chacun des éléments de leur vie personnelle, en quelque sorte, devient un élément de l'intrigue, en fait. Et tout ça est raconté sous forme de scénario. Et d'ailleurs, Lena est particulièrement forte là-dedans. C'est-à-dire, créer comme une mini-série et un rendez-vous que sont ces vlogs d'août, avec des personnages, des intrigues, une bande-son, des gimmicks, des phrases qui reviennent, et puis un lieu fixe qui est son appartement, l'hôtel Mafouf, qui a aussi du coup transformé en marque. Donc tout ça, je trouve ça hyper intéressant de voir comment la vie personnelle du coup s'immisce dans cette économie des créateurs de contenu, qui du coup se répercute aussi dans le monde des startups, en fait, parce qu'aujourd'hui quand on innove, quand on crée quelque chose, forcément on réfléchit à tout ça, on réfléchit à comment est-ce qu'on communique dessus, et puis le côté job passion, travailler même les week-ends, parce que finalement c'est pas vraiment du travail. Je trouve qu'il y a aussi besoin de déconstruire pas mal de choses là-dedans, et très très clairement, ne vous sentez pas oppressé à l'idée de devoir faire votre métier passion, entre guillemets. Ce n'est pas parce qu'on entend beaucoup de discours médiatiques à ce propos que c'est la seule voie, et que si vous n'êtes pas 100% épanoui, c'est très grave. Non, au contraire, prendre le temps de se trouver, c'est aussi expérimenter des choses qu'on n'aime pas forcément, quoi. Donc non, moi je dis vraiment non à cette pression-là aussi de devoir absolument monétiser toutes ces passions. Moi j'adore par exemple la musique, c'est pas pour autant que je me dis demain je vais vendre des albums, etc. J'adore le podcast, et non, je souhaite pas le monétiser aujourd'hui. Peut-être que je n'ai pas un mindset très orienté business, etc. Mais non, je pense juste que je trouve mon équilibre ailleurs, en fait, et le travail, j'adore, tu vois, c'est quelque chose qui me définit aussi depuis longtemps. C'est un milieu que je connais bien, où je me sens à l'aise, donc j'aime beaucoup ça, mais je sais mettre les limites, je sais faire mes journées et ensuite les compléter d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que ça. Et je trouve que j'ai cette liberté-là, effectivement,
que m'offre un CDI, on va dire assez classique dans une entreprise en étant salarié, quoi. Donc tout le discours, de lancer son activité, être à son compte, c'est vraiment top parce que du coup ça permet de s'ouvrir les possibilités, mais ne créons pas une injonction, enfin ne venons pas remplacer un schéma préétabli par un autre, quoi. Parce que le discours anti-job 9 to 5 qu'on a sur TikTok beaucoup, il est aussi à prendre avec des pincettes parce qu'il y a aussi plein d'avantages. C'est vraiment chouette d'avoir des congés payés, par exemple, ou un congé maternité si on veut avoir un enfant. Enfin, tout ça, ça reste quand même un cadre qu'offre le salariat et que malheureusement, le monde du freelancing, pour le moment, n'est pas assez développé sur ces questions sociales liées justement à l'accès, au sujet de santé, au sujet des congés payés, etc. Donc, il y a des choses à prendre et à laisser dans les deux sphères de ce monde pro-là. Mais en tout cas, oui, j'ai réussi, je pense, à trouver ce que je cherchais suite à mon diplôme, c'est-à-dire du temps pour me trouver moi, en quelque sorte. Et puis bon, le Covid, encore une fois, c'est un peu les discours qu'on a beaucoup, mais a forcé aussi cette remise en question, se donner le temps de réfléchir à tout ça, parce que justement, on pouvait nous télétravailler, donc ça reste aussi un privilège en quelque sorte de pouvoir se poser toutes ces questions-là, parce que certaines personnes ne peuvent pas, en fait, n'ont pas le temps même de penser au développement personnel, parce qu'elles sont mamans célibataires ou elles font un métier dit essentiel pendant la crise et c'était pas du tout leur préoccupation, tu vois. Donc faut être conscient de ça, de la chance qu'on a et puis essayer de s'aligner au maximum avec qui l'on est. Non, mais merci, c'est super intéressant et d'autant plus que c'est vrai que la pandémie a eu quand même un impact assez conséquent, je pense, sur les personnes qui sortaient d'études. Mais moi, je me rends compte, même les étudiants qui ont commencé justement leur transition vers la vie d'adulte pendant la pandémie, je pense que ça a été une vague d'autant plus impressionnante. Et sur TikTok, on le voit bien, en tout cas, le hashtag, je crois que c'est Quarter Life Crisis aux États-Unis est en plein boom. Et on sent vraiment qu'il y a un peu cette remise en question, cette crise de la quarantaine très 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 anticipée qui est en train d'arriver. Ouais, c'est vrai. Et pour compléter ce que tu étais en train de dire tout à l'heure sur le personal branding, je m'étais jamais fait la réflexion avant, mais finalement j'ai l'impression que ça te met aussi un peu de pression personnelle, mais simplement en termes de développement, en te disant que t'es, en étant obligé de miser sur toi, en fait t'es obligé aussi de, là avec des très gros guillemets, mais d'être quelqu'un d'intéressant, de marrant, de drôle, de sympa, qui catalyse les foules, alors qu'en fait on peut tout simplement avoir envie, je sais pas, d'aller à la pêche le week-end sans avoir un train de vie démesuré. Et en nous montrant tout ça sur les réseaux, ça nous enjoint encore plus à tendre vers des choses qui finalement ne nous auraient peut-être pas intéressés si on n'avait pas eu TikTok, Instagram, Snap. Ouais, carrément. C'est vrai. Non, c'est totalement. Et puis je trouve que on est tellement habitué à voir du beau, du lisse, du parfait sur ces écrans que oui, on en oublie en fait le côté la beauté qu'il y a aussi dans l'imparfait, quoi, dans tout ce qui est dans tout ce qui est aussi moments plus difficiles, les remises en question qui finalement nous font du bien, les moments difficiles qui nous font réaliser que il y a quand même des choses chouettes dans la vie aussi, mais oui, je suis totalement d'accord qu'on est un petit peu matrixé par toute cette image cette image qui n'est qu'une projection de la réalité, qui n'est pas du tout représentative d'une personne. Et puis la nécessité, comme tu disais, oui, de se vendre en quelque sorte. Alors, je trouve que d'autant plus dans nos sociétés modernes, tu vois, néolibérales, etc., où tout s'achète, tu peux acheter ta personnalité en quelque sorte avec une façon de t'habiller, ou si tu veux être that girl, ou si tu veux être
dans un style particulier de TikTok qui est tendance, bah tu sais exactement quel vêtement acheter, quel mode de vie avoir. Donc en fait tout ça ça pousse toujours vers le consumérisme et le toujours plus quoi. Et ça prend du temps à prendre conscience que c'est en ayant moins qu'on reçoit plus en fait. C'est assez fou comme réalité, mais ce ras-le-bol aussi ouais de la surconsommation qu'on a eu après le Covid, je pense que il faut le poursuivre et en prendre encore plus conscience aujourd'hui et tu vois en tant que jeune adulte penser à tout ce qu'on peut enlever de notre vie, que ce soit matériel ou même immatériel, mais tout ce qui nous pollue l'esprit, qui occupe de la place inutilement, en fait, il faut essayer de l'évacuer. Alors que ce soit en faisant du tri, en se séparant de certaines choses ou en faisant un travail sur soi. Donc, aller voir quelqu'un si vous en avez besoin ou simplement, faire face à ce qui ce qu'on porte en nous. Bah en fait, je trouve ça ne peut que nous aider à après aller mieux quoi, se délester de tout ça. Et c'est marrant parce qu'on arrive souvent à la fin de ces échanges à parler de santé mentale, de charge mentale en tant que femme, etc. Enfin, il y a toujours un moment où on évoque ça, mais parce que tout est très lié finalement entre les doutes et puis les envies d'ailleurs et puis la santé mentale, tout ça nous relie en fait. Et puis voilà, je crois que j'ai oublié ta question, mais en tout cas ça m'a fait partir loin je crois qu'il y avait pas dans mes réflexions. Je sais même plus moi-même s'il y avait une question. Non, je crois que c'était sur le fait de vendre sa personne. Donc c'était dans la parfaite continuité de ce que tu disais. Et c'est vrai que, enfin ça je le vois aussi en scrollant sur TikTok, parce que c'est ma nouvelle addiction. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce consumérisme et surtout on parle beaucoup. Enfin j'ai l'impression que le dialogue s'ouvre beaucoup sur la santé mentale, ce qui est vraiment très chouette. Et je me demande un peu quel genre de monde du travail ou de monde tout court on va construire, parce que la nouvelle génération a l'air très au fait de ces questions-là, mais je sais pas comment on peut le mettre en place véritablement. Ouais. Oui, c'est vrai que on entend beaucoup parler. Alors cet été, on parlait du lâcher prise, tu vois, le fait de d'apprendre à voilà se laisser vivre quoi, hein, être dans un état un petit peu méditatif où tu fais abstraction un petit peu de toutes ces notifications, toutes ces voilà, le côté digital détox aussi revient souvent dans les pratiques un peu de bien-être, etc. Mais oui, concrètement, comment entamer ce travail? Eh ben, je dirais peut-être en se rapprochant de personnes qui ont une énergie ou qui en tout cas vous sentez qu'il y a quelque chose de positif en elle. Enfin, je sais pas, chacun dégage une espèce d'aura ou sans rentrer dans le côté hyper spirituel, mais je veux dire, on a un pressentiment sur les gens et parfois ce pressentiment ne nous trompe pas en fin de compte. Quand on rencontre des nouvelles personnes, il faut vraiment faire attention à qui on accepte dans son cercle, je pense, et ouais, si on est avec des gens bienveillants qui sont là pour nous écouter vraiment, je pense qu'on peut faire un réel progrès déjà sur son rapport aux autres, apaiser certains poids émotionnels qu'on peut avoir, je pense. Et puis sinon, quand c'est pas l'entourage, eh ben ça peut être justement des personnes extérieures en fait, complètement externes à nous, donc des professionnels de la psychologie, des sophrologues. Enfin voilà, il y a énormément de métiers aujourd'hui autour de la santé mentale qui peuvent nous aider d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, en étant bien renseigné avant
et en trouvant une personne de confiance. Mais il faut prendre les devants. C'est comme tout, hein. Il faut pas attendre, effectivement, comme tu disais, la crise de la quarantaine pour se poser ces questions-là. Tant mieux si on se les pose maintenant, hein, en quelque sorte. Enfin, je trouve que c'est le moment de creuser ça, et puis tous les jours on va se remettre en question, tu vois. Enfin, je veux dire, les générations, on va dire, peut-être pas celle de nos parents, mais celle encore d'avant, vont nous dire mais vous posez trop de questions aujourd'hui, mais etc. Nous, c'était pas aussi c'était pas aussi compliqué. Enfin, on avait pas autant de choix, mais justement on évolue dans un monde où on a énormément de choix, donc la prise de décision se fait, on a du mal à la faire, quoi. Et justement, dans le podcast avec Victoria, je disais ça, mais il y a pas de mauvaise décision à prendre ou de bonne, en fait. C'est notre décision, c'est tout, quoi. Et le fait d'avoir autant de choix, c'est une richesse, mais c'est aussi un danger de se comparer, etc. On en revient toujours un peu au même cercle vicieux, quoi. Donc ouais, pour moi, c'est un tout. C'est vraiment savoir s'entourer, et puis savoir aussi se reconnecter avec ce qui résonne le plus en nous à l'instant T, quoi. Parce que on sait que la personne qu'on est aujourd'hui, c'est pas la personne qu'on sera demain. On va forcément évoluer, et tant mieux. Mais soyons juste fidèles à nous-mêmes, et puis tous les jours essayons de faire une petite action ou un petit quelque chose qui honore en fait la personne qu'on est. Enfin, voilà. J'ai lu ça dans un livre qui va sans doute te parler, qui s'appelle The Quarter Life Crisis, qui est justement sur la crise de la vingtaine, notamment des 25 ans. Et il dit ça, en fait, suivre ta passion, c'est juste chaque jour faire une petite action qui te reconnecte à toi, en fait. C'est ça un peu la traduction, qui t'honore, qui te dit ah ouais, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que c'est ça qui me fait vibrer. Donc pas besoin de grands événements ou comme on l'a dit avant, le Labrador, etc. Si vous adorez les chiens, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, il y a pas de manuel, quoi. C'est tellement, on est tellement singuliers tous les uns les autres que finalement toute la société de l'image et des réseaux sociaux essaie de nous enlever parfois notre singularité, je trouve, en essayant de nous mettre dans une case, en essayant de justement nous faire ressembler à un type de personne qu'on peut étiqueter, quoi. On peut mettre une petite étiquette, etc. Mais non, en fait, faut cultiver notre singularité, et puis ça ira, y a pas de problème. C'est super inspirant. Depuis tout à l'heure, je suis là, oui, tout à fait. Écoute, il n'y a pas de script, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment une conversation à cœur ouvert. Je ne savais pas en commençant ce podcast où est-ce que ça allait nous mener. Mais tu vois, c'est des choses qui me viennent de tout ce que j'ai pu lire, voir récemment. Et c'est cool aussi de le matérialiser, parce que je prends pas assez le temps de l'extérioriser, c'est vrai. En plus, ça résonne avec plein de mes lectures aussi. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais on se dit toujours que c'est le résultat qui compte, et on voit tout de suite des grands hôtels, des grands lieux, des grandes choses à accomplir, alors que ce que tu dis, c'est super vrai, c'est vraiment se reconnecter à soi au fur et à mesure, et on peut pas gravir l'Everest en une fois, et c'est tout à fait ok. C'est ça, et ouais, il faut regarder la prochaine petite étape, le prochain petit spot qu'on peut aller chercher et qui nous rapproche de ce qu'on aimerait, de ce qu'on a envie d'être, et ne pas se dire je serai enfin heureuse ou heureux une fois que j'aurai fait ça. Non, t'es heureux, sois heureux maintenant, en fait. Ça ne te dis pas c'est en ayant ceci ou cela, ou en ayant atteint ça, que j'aurai un sentiment d'apaisement. En fait, le sentiment d'apaisement, faut aller le chercher un petit peu tous les jours, quoi. Et pour ça, c'est la répétition pour moi. C'est vraiment de faire tous les jours des petites choses, puisque c'est en répétant qu'on instaure aussi une habitude, un continuum, quoi, dans notre vie à 100 à l'heure. Mais j'ai une autre question qui me vient.
Et cette fois-ci, c'est un peu plus, j'allais dire, c'est un peu plus personnel, mais en t'écoutant, je me dis que t'as l'air super alignée dans tout ce que t'as fait, même dans tes différents questionnements. Et je me demandais de quelle vision du travail, de la réussite de manière assez générale, t'avais hérité. Ouais, d'accord. Alors, je pense pas avoir hérité d'une vision, mais je pense que je l'ai effectivement Ok, modelée, on va dire. Ouais, je l'ai vraiment ok, prise effectivement de ce que j'avais pu voir dans la pop culture, dans mon cercle familial, etc. Et je l'ai remodelée complètement. C'est-à-dire que le cap là, hop, la tour est tombée et je ok. l'ai reconstruite moi-même, quoi. Donc donc j'ai fait un épisode de podcast qui s'appelle Ma vision de la réussite à 25 ans. Et c'était du coup il y a un an. Et c'est à ce moment-là que ouais vraiment je me suis posée pour dire en fait c'est quoi ma vision de la réussite, etc. Donc je vous renvoie vers cet épisode-là parce que voilà il est assez significatif en lui-même. Mais mais j'ai vraiment mis voilà mes critères de ce qu'est la réussite et ça m'a grave réconcilier aussi avec cette vision, cette espèce de but à atteindre et que je me disais bah ouais en fait il y a pas besoin de courir après une chimère ou être dans une attente constante de what's next en fait parce que on se rend compte que même une fois qu'on a atteint ce dont on rêvait bah, en fait ne plus avoir de quoi rêver après bah on se dit mince c'est quoi le sens de tout ça quoi donc donc ouais être constamment voilà, en train de chercher la prochaine étape. C'était pas ma façon de faire en tout cas. Et du coup, ce que je cultive avant tout, c'est justement la qualité du lien, la qualité des moments passés et des souvenirs que je me crée, parce que je me dis le matériel, tout ça, y a pas de, enfin, ça revient, tu vois. Il y a même si t'as des moments où c'est plus difficile que d'autres, etc. Bah en fait ce qui compte vraiment, c'est ce que t'as vécu avec les personnes avec lesquelles tu étais, tu vois. Et peu importe ton milieu d'origine, pour le coup, il y a bien une chose qui nous regroupe tous en tant qu'être humain, c'est notre rapport à la solitude, en fait. Et hier, j'écoutais un podcast hyper intéressant sur France Culture, qui est un podcast du coup LSD, Ok. qui s'appelle La solitude. Ah, En fait, il y a 4 épisodes, ça a été fait en 2020, tu vois, donc c'est pas récent. Et j'ai écouté un des 4 épisodes, donc c'est le deuxième sur la solitude des enfants privilégiés, donc à chaque fois des 4 témoignages de femmes qui avaient grandi dans des familles très bourgeoises, ok. avec des parents qui avaient des métiers très prenants. Et c'est fou à quel point bah, la solitude ne connaît pas de frontières et il y a aussi un réel sujet autour de ça. Et, euh, et du coup, ouais, dans tout ce qu'on peut dépeindre comme le portrait idéal de quelqu'un qui a réussi, on parle jamais de ça, on parle jamais de la solitude, de, de ce qui se passe dans sa tête. Et moi, je me dis, si tu arrives à être apaisé avec toi-même et que quand tu es seul, tu ne ressens pas le vide de la solitude, ou en tout cas tu arrives à apprécier ta propre compagnie, même si j'adore être entourée et c'est super, tu vois, mais quand tu arrives à apprécier ta propre compagnie, tu dis waouh, là il y a quand même un truc qui a été débloqué, tu vois. Donc je sais pas si on peut appeler ça une réussite, mais moi en tout cas je le considère comme tel, tu vois. Je me dis ça c'est vraiment chouette parce que tout le temps on va chercher à être validé, tu vois, par quelqu'un, à se dire mince mais comment je me fais des amis là dans la vingtaine par exemple. Ça c'est un autre grand sujet, mais Oui. mais encore une fois bah ouais, le fait d'apprécier sa propre Oui. compagnie, de d'arriver à se sentir bien et en paix un peu avec soi-même, je trouve que c'est un vrai pas en avant. Donc voilà un petit peu un résumé succinct de ce qui pour moi est une réussite. Je trouve que c'est un bon exemple. Mais après il y a plein d'autres choses, hein, mais c'est à vous de lister ce qui pour vous fait le plus écho, en tout cas vis-à-vis de vos valeurs, etc. C'est propre à chacun, je pense. Ouais, ouais, et c'est tellement important aussi de savoir
là où tu puisses ton énergie et au contraire ce qui te draine aussi au fur et à mesure de la vie. Je pense que ça te permet de poser des fondations qui sont essentielles et qui t'accompagnent au fur et à mesure. Alors, dernière question, puisque l'heure tourne, mais je voulais savoir si t'avais, je sais pas, peut-être dans la même veine que cette ressource de LSD, un film ou une chanson qui t'ont marqué justement sur la vingtaine. Alors, je réfléchis. Ouais. Bah écoute, sur la vingtaine, attends, parce qu'il y a beaucoup de choses, que j'ai lues dernièrement sur la jeunesse, etc. Un film qui est actuellement au cinéma que j'ai vu la semaine passée, qui s'appelle Page Blanche, qui est l'adaptation d'une BD de Pénélope Bagieux notamment. C'est une jeune femme qui est, je pense, à l'approche de la trentaine. En tout cas, elle est dans cette décennie-là. Et elle se réveille sur un banc à Paris, sonnée. Elle ne se rappelle de rien, n'aime pas de son prénom. Et tout le film, elle va essayer de remonter le fil de son histoire, se retrouver justement confrontée aux gens qu'elle côtoie dans la vie de tous les jours et se reposer la question de mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je suis entourée de ces gens-là? Qu'est-ce qui compte pour moi? Qui est cette femme finalement qui s'est construite une vie à Paris? Elle travaille dans une librairie, etc. Donc, quelles sont ses envies? D'où elle vient? Qui sont ses parents, etc. Donc, tout ça, elle le redécouvre sous un nouvel œil. Et il y a un petit passage dans le film où elle dit à une de ses proches qui connaît son histoire, elle lui dit « Ah, mais on devrait tous perdre la mémoire au moins une fois dans notre vie. » C'est marrant. Mais du coup, c'est cette petite amnésie qui est liée à un événement traumatique qu'on découvre plutôt à la fin. Et lui permet de se reconnecter justement à un peu l'enfant qu'elle était ou à ses rêves, etc. Et c'est un exercice qu'on devrait tous faire, je pense. Et ouais, ça c'est un film qui m'a bien marqué et qui parle de tout ça, quoi, de la quête d'identité de la jeunesse. Oh, écoute, c'est noté précieusement dans mon petit carnet. Merci beaucoup, c'était super inspirant. J'espère qu'on se reverra vite, que ce soit sur les ondes ou ailleurs. À bientôt. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup Apolline, à bientôt. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus inspiré et un peu plus outillé pour te lancer toi aussi dans le grand bain de l'orientation. Si ce sujet de quête de sens en fin d'études t'intéresse, je t'invite à regarder tous les liens que je t'ai mis en description de cet épisode pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu de tous les contenus qu'on te propose avec Our Millennials Today. Et si jamais l'envie te prend toi aussi de t'installer dans notre piscine, pouvoir parler de ton parcours ou simplement échanger autour de ces thématiques éducatives et d'orientation, n'hésite pas à nous envoyer un email, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt, les pieds dans l'eau.